design, bien sûr, vous connaissez. Le mobilier, les objets, les tendances n'ont pas de secret pour vous. Mais le design va se loger partout, vraiment partout, et l'industrie ne fait pas exception, même si le recours au design dans l'innovation et la conception de produits reste encore peu répandu en France. Chez Sysmo, le design, c'est un mode de vie, l'art et la manière de se poser les bonnes questions et de regarder autrement. Décalée, intelligente et franchement réjouissante, l'approche de Sysmo mixe pragmatisme, sens des responsabilités et une bonne dose d'humour. Parce que tout est design et que chaque problématique est un véritable challenge, Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt repensent le quotidien. En fait, effectivement, le design est perçu par le grand public pour quelque chose qui est très lié au mobilier. Ça s'est fait historiquement, notamment avec les arts décoratifs au départ, etc. Et puis il y a une branche qui est arrivée, qui a été les artistes dans l'industrie au début du XXe siècle et qui est devenue un peu plus tard ce qu'on a appelé le design industriel. Et aujourd'hui, dans pratiquement tous les objets du quotidien, même ceux qui nous semblent les plus basiques, même ceux qui nous semblent les plus simples, ils ont souvent été conçus par des designers. On travaille avec nos clients sur la question à laquelle doit répondre l'objet. L'objet doit être une réponse à un problème. Après, la manière de formuler la question, ça c'est un domaine qui est très vaste. Et l'image de l'iceberg est assez juste, c'est de dire que il y a une partie visible du design, il y a une partie qui est très médiatisée, puis il y a une partie cachée. Cette partie cachée de l'iceberg du design, c'est en fait la plus grosse partie du design. Les domaines auxquels s'applique le design sont aussi nombreux que les objets que nous utilisons au quotidien. Usage domestique ou professionnel, autant de défis intellectuels qui stimulent la créativité de nos deux associés. Oui, les domaines dans lesquels on intervient en design sont aujourd'hui très très vastes. Alors c'est d'une part un choix personnel parce qu'il y a une stimulation intellectuelle à passer d'un pneu, on dessine des pneus, ou une tablette de chocolat. Mais aussi, pourquoi pas, une plancha pour cuisiner ou quelque chose de très technique comme une carte qui va une carte USB qui va dans les PC ou dans les Mac. Donc à chaque fois, en fait, ce qui est très étonnant dans le design, c'est que finalement tout pourrait être designé, parce que designer, ça veut juste dire penser. Et on a imaginé un nouveau hamburger, mais qui répond à un vrai problème. C'est pas une recette. C'est pas pour le plaisir de faire un nouveau hamburger, c'est pour résoudre un vrai problème. Je peux pas en dire plus. Ou alors il faudra aller en Autriche dans 15 jours. Bon, on n'en saura pas plus, mais un des plus beaux challenges soumis au duo et une des réussites dont ils sont très fiers n'est autre que... Et simplement cette pochette plastique. Alors c'est un des plus beaux, alors ça on classe toujours nos cahiers des charges, et c'est un des plus beaux cahiers des charges qu'on nous a donné, puisque le patron de cette société, qui est une PME qui fabrique en France, donc une très belle usine, très automatisée, mais qui est confrontée quand même très fortement à la concurrence asiatique, fabrique des pochettes plastiques comme ça. Donc c'est plus basique qu'il n'y a pas, c'est transparent, il y a une ligne avec des trous pour mettre dans le classeur, ça sert à ranger du A4 et puis point barre. Donc on le voit, et puis comme tout bon designer, on lui dit « mais monsieur, il faut innover, il faut arriver à trouver, grâce au design, de quoi innover sur votre produit ». Et il nous rigole au nez en nous disant « mes petits cocos, quand vous arriverez à innover là-dessus, on s'en reparlera parce qu'il n'y a vraiment rien, ça fait 40 ans que ça existe et c'est au point ». Ça a l'air simple comme ça, mais il s'agit en réalité d'un vrai défi d'innovation et de compétitivité pour le fabricant. Une démarche de plusieurs mois qui mobilise toute l'entreprise avec une véritable réflexion industrielle. Et puis on fait une étude avec eux en essayant de trouver tous les micro-problèmes. C'est-à-dire qu'on se dit ça, c'est un objet très simple et pourtant il a déjà plein de contraintes. C'est-à-dire d'où il vient, pourquoi ça c'est bleu, pourquoi les trous ont cette forme-là, pourquoi ils sont aussi espacés. Pourquoi ça cette taille-là? Pourquoi on range du A4 dedans? D'où vient le A4? D'où vient le A4 dans une entreprise? Et même d'où vient le format? Moi j'ai pas eu la réponse. Qui a décidé que c'était ça le A4 quoi? Et on s'aperçoit qu'en modifiant une petite chose, un petit secret qu'on ne dévoilera pas, on arrive à faire une pochette A3 pour ranger du A3 et qui se range dans un classeur A4. Et ça, plus bête, il n'y a pas, mais c'est 8 mois de boulot avec une collaboration avec l'entreprise, mais forcenée. Comment innove-t-on?
pas ex nihilo assurément. La fenêtre d'innovation apparaît au croisement entre les besoins de l'usager et l'outil de production qui recèle souvent un réel potentiel. Un client ou une marque a un outil industriel, la base c'est d'aller voir et d'aller comprendre ce qu'ils savent faire. Après il y a beaucoup aussi d'entreprises qui n'ont plus d'outils industriels. Ce type de démarche par exemple, ce type d'innovation est impossible si vous n'avez pas la maîtrise de l'outil industriel. Enfin, moi je vois une usine comme un formidable jouet. Et voilà, il va falloir trouver des ruses, des astuces, trouver le dessin qui s'adapte parfaitement à ce potentiel. Puis c'est vrai que les gens qui aujourd'hui sont responsables des usines sont souvent les gens les plus inventifs dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on place plutôt l'inventivité du côté du marketing ou du côté de la communication, alors que les gens qui sont les plus inventifs sont quand même ceux qui sont dans les usines, parce que c'est eux qui sont capables de faire des petits réglages sur quelque chose qui est absolument compliqué pour gagner une petite seconde par-ci, moins perdre de matière par-là, alléger par-ci, et souvent avec des systèmes très simples qui nécessitent une espèce de pureté de réflexion qui n'est vraiment pas dans l'ornementation pour le coup. Nous, on appelle ça la distance qu'il y a entre le cochon et le jambon. C'est-à-dire que entre le cochon et le jambon, au XIIe siècle, il y avait 3 mètres. Aujourd'hui, il y a 4 mois et plusieurs kilomètres. Et entre, on a mis des gens qui sont le packaging, le marketing, le truc, le machin, nanana. Le recours au design ne va pas toujours de soi pour l'entreprise. L'intérêt stratégique n'est pas toujours perçu. Regardant par le petit bout de la lorgnette, on le relègue trop souvent à sa dimension cosmétique. Je pense qu'on est effectivement très en retard sur l'implication et l'imbrication du design dans les entreprises, même par rapport à des pays où ça pourrait paraître moins évident, comme l'Espagne. Alors comme l'Italie, oui, comme l'Angleterre, effectivement. Et du coup, finalement, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont parfois un peu peur du design parce qu'ils en ont une image qui est cosmétique. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ça va être un coût supplémentaire, ils n'en voient pas forcément la compétence technique. C'est un métier, le design, qui en France, c'est toujours mal défendu. C'est-à-dire que quand vous dites à un entrepreneur, ingénieur, marketeur, il voit très bien c'est clair. Ce qu'il fait, pour combien et ce que ça lui apporte. Quand vous dites designer, c'est déjà beaucoup plus flou. Alors c'est en train de changer pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a eu des gros succès par le design. Gros succès mondial avec Apple, tout le monde nous parle d'Apple dans le cahier des charges. Et puis gros succès nationaux aussi, par exemple chez Decathlon. Decathlon qui en 15 ans a intégré 120 designers et qui aujourd'hui a pris vraiment une place très importante dans la distribution et dans les nouveaux produits grâce à l'implication du design, mais à un niveau stratégique de l'entreprise. Parce que mettre un designer à un niveau de, j'allais dire juste de réalisation, en te disant bah, mon petit gars, vas-y, toi, t'es designer, t'es au courant des tendances, donc qu'est-ce que je mets comme couleur sur mon capot pour demain? Ça n'a aucun, enfin ça a très très peu d'intérêt, c'est un intérêt de très court terme qui va pas modifier grand-chose. Pour les Sismo, une problématique de design se pense selon 4 grands axes et chaque problématique soumise relève de l'une de ces catégories et conditionne l'intervention du design. Qu'il s'agisse d'innover, de réfléchir au style, à la fonction ou encore à l'histoire que raconte un objet, la réponse sera très différente. Aussi, le travail sur l'expression du besoin est une étape fondamentale à laquelle Antoine Fenaglio et Frédéric Lecourt sont très attentifs. Un travail de fond sur les attendus d'un projet qui permettra d'évaluer la pertinence d'une proposition au-delà du critère « j'aime, je n'aime pas ». Le design d'un territoire, on a essayé de le cartographier et pour ne pas s'enfermer dans une pratique, une manière de faire du design, il y a plein de manières de faire du design et ces différentes manières correspondent aussi aux différentes questions, aux différents problèmes que doit résoudre l'objet. Schématiquement, dans les 3 étapes de conception, lorsqu'on fait une étude, on définit l'âme du projet, le squelette et à la fin la peau. Et la peau, c'est quand on dessine. Le squelette, c'est comment ça marche et l'âme, c'est pourquoi on veut faire ce projet. Si on dit aux 5 top managers d'une boîte pensez vélo design, ils vont tous sortir un vélo différent. C'est-à-dire que le design a cette espèce de fête qui c'est une espèce de sac dans lequel on met plein de trucs. Donc à chaque fois, voilà, il y a aussi d'arriver à décrypter ça grâce à cet outil. Et après, de voir aussi quelles sont les compétences de l'entreprise. C'est une chose qui est fondamentale, c'est que le design ne se développe pas de la même manière dans toutes les entreprises. Comment créer de la valeur d'usage tout en travaillant sur l'image d'une marque?
Comment l'usage d'un objet peut-il être perçu par tous sans équivoque, sans qu'il soit besoin d'une notice? Ici, pas de style, sauf s'il sert l'usage. Encore une fois, ça a l'air tout simple, si l'on sait se poser toutes les bonnes questions, leçon de curiosité et de bon sens. Et donc là, on découpe l'objet, on le décortique, on le dépoussière, et on essaye de voir tous les leviers possibles de résolution de problèmes ou de création de valeur. Il y a un support, le support il n'est pas forcément vert, ça ne coûte pas plus cher d'avoir une autre couleur. Il y a une forme de découpe, ça ne coûte pas plus cher aussi d'avoir une forme qui commence à exprimer que c'est un objet technologique. On se rend compte que les composants, on les place comme on veut. Ça ne nuit en rien à la performance de l'objet. Donc on se dit on va tout mettre d'un même côté pour pouvoir dégager une surface de communication où on va écrire ce que c'est et ce que ça fait. Aller chercher ce qu'il y a dans la tête des gens, enchanter un objet tout en faisant le lien avec l'univers d'une marque, le design raconte aussi des histoires. Faire du style, le dernier axe de la cartographie Sysmo, est un travail sur la peau de l'objet, son apparence, ce que l'on assimile le plus souvent au design quand il ne s'agit en fait que d'un de ses aspects. C'est de dire, par exemple, sur un moulin à poivre qu'on a dessiné pour Peugeot, on va aller où là l'objectif était d'avoir quelque chose de très masculin, de très pérenne, qui fasse référent aussi à l'univers de l'automobile avec des matériaux très nobles, etc. On est allé chercher une finition très particulière qui est cette tresse inox et qui fait que quand les gens voient cet objet, ils se disent surtout waouh, c'est un bel objet. Allez, le mot de la fin pour finir de vous convaincre que le design est aussi une démarche humaniste qui a pour but de rendre la vie plus belle et plus simple. On peut vraiment penser à beaucoup de choses et le design a ce gros intérêt d'être finalement le média et le vecteur ou le langage vraiment privilégié qui permet qu'on soit à la fois compris par quelqu'un de la technique, par quelqu'un du marketing, par quelqu'un de la communication, par un commercial, par un directeur, par plein de gens avec des profils différents. Donc on a les bons traits d'union pour faire en sorte que ces gens qui ne se parlent pas tout le temps, c'est-à-dire on a connu quand même pas mal de boîtes où le directeur de marketing n'était jamais descendu dans l'usine, que ces gens arrivent à se parler et finalement mettre en commun des compétences qu'ils ont chacun.